On va vous inviter à nous rejoindre pour commencer. Bonjour Ghislaine. Bonjour, bonjour, bonjour. J'essaie de dire bonjour. Je sais pas. Et notre associée de nos bureaux au Cameroun et interviendra quand elle voudra sur les sujets de la présentation d'aujourd'hui étant une table ronde. Donc on va vous présenter des slides pour avoir une trame de notre conférence, mais n'hésitez pas à intervenir. Donc aujourd'hui, nous animons une conférence sur le télétravail international et notamment sur la problématique de savoir s'il constitue un mode de travail opportun pour prospecter et développer son marché en Afrique avec la collaboration du CIAM. On remercie. Et dans nos participants, nous avons donc Arnaud de Pierrefeu, associé à notre bureau de Dubaï et en charge de notre Middle East Desk à Paris. Lina Pacifieri, associée à notre bureau de Casablanca. Et Igor, qui est en charge de la commission RH et qui est, alors je ne me souviens plus de votre titre de votre directeur Michael Page Africa. Donc merci de participer à cette conférence. Donc en brève introduction, on va s'interroger sur le télétravail et son évolution avec le Covid. Effectivement, la crise du Covid a posé des problématiques dans la mesure où on s'est rendu compte que certains salariés, alors déjà on a dû mettre en place le télétravail de manière générale, mais s'est posé la question de savoir comment on pouvait localiser ces salariés. Et beaucoup d'employeurs se sont rendus compte qu'en fait leurs salariés étaient partis à l'étranger, sans nécessairement les prévenir. Donc finalement, on a eu une pratique qui s'est développée, mais qui a conduit à un certain constat qui est que la dimension internationale du télétravail n'avait absolument pas été anticipée. Dans les textes qu'on a, que ce soit en France ou à l'étranger, on n'a absolument pas de prise en compte de cette notion de territorialité, c'est-à-dire que le télétravail a toujours été entendu comme une espèce de facilité du travail, de pouvoir travailler de chez soi, mais pas de travailler d'ailleurs. Donc, aucun cadre législatif, que ce soit en France, en Europe ou à l'étranger, sur le télétravail. Donc, les questions principales qu'on va se poser, on va dire qu'elles sont au nombre de 3. On a des questions fiscales, alors qui tiennent tant aux salariés qu'à l'entreprise, parce que à partir du moment où un salarié va avoir dans son lieu de travail des éléments d'extranéité, à quel moment en fait il va basculer de régime fiscal. Mais également, en fait, pour la société, à quel moment la présence d'un salarié à l'étranger va contribuer à caractériser des risques, notamment de qualification d'un fiscal, avec des impôts sur les sociétés ou autres à payer localement. Première problématique fiscale. Deuxième problématique sociale, de quelle sécurité sociale le salarié va relever? Est-ce qu'on doit organiser un schéma en particulier? Qu'est-ce qui se passe sur la durée du travail? Comment on suit la durée du travail d'un salarié? Comment on la contrôle? Qu'est-ce qu'on prend en charge comme frais également? Comment on organise le contrat, etc. Donc on verra, on étudiera tous ces sujets. Et après, des problématiques liées à la nationalité et au séjour du salarié, parce que la nationalité du salarié va pouvoir avoir un impact sur sa présence à l'étranger. Donc, est-ce que c'est un élément qui va conduire à identifier des risques ou au contraire un élément facilitateur? Alors, première thématique, toujours dans cette recherche de définition du télétravail pour bien circonscrire ce dont on parle, qu'est-ce que le télétravail international et ses notions connexes? Alors, premier sujet, qu'est-ce que le télétravail? Comme on l'a évoqué tout à l'heure, le télétravail à l'international, c'est une nouvelle opportunité liée à la crise. Mais quand on prend les textes français et un peu les textes un peu plus généraux, la compréhension qu'on peut en avoir, on voit très bien qu'à aucun moment cet élément d'extranéité qu'on évoquait tout à l'heure n'a été pris en compte. Quand vous prenez le code du travail français, vous voyez que c'est un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur et qui est effectué hors de ces locaux. Pas hors de ces locaux, sur le territoire français ou dans sa résidence secondaire ou autre.
L'ANI qui a été signé dans le cadre du Covid en 2020 ne prend pas plus en compte cet élément, puisque il n'aborde absolument pas cette dimension internationale qui, en 2020, n'avait pas encore été identifiée, en tout cas par les partenaires sociaux. Donc, du coup, on doit faire appel à d'autres notions, notamment les règlements européens, pour voir comment organiser ce télétravail. Et de manière plus générale, la définition, on va dire, classique qui est donnée du télétravail, alors elle reprend un peu celle du Code du travail, mais on voit que là, on fait plus référence aux pays étrangers en utilisant l'éthique. Si on prend télétravail et détachement, télétravail international et détachement, ça peut paraître assez similaire, parce qu'effectivement, on va faire appel à des notions de détachement, on le verra plus tard, pour qualifier le télétravail. Mais le détachement, en fait, il est défini par le Code du travail français comme la situation d'un employeur qui exerce son activité en France. Donc, l'activité d'un salarié qui va exercer son activité hors de France, alors même qu'il travaille pour cet employeur français et qu'on est sur une durée limitée. Donc, on est vraiment sur une mission ponctuelle et limitée dans le temps qui est effectuée dans un pays étranger. Vous voyez, déjà, on arrive à recouper un petit peu avec le télétravail international. Le salarié, dans son régime, demeure soumis à la loi applicable à son contrat de travail, c'est-à-dire que son contrat de travail demeure tel qu'il est. Et on va, pour ce qui concerne sa protection sociale, rechercher s'il y a un schéma d'équivalence qui peut être mis en place, donc soit avec l'existence d'une convention bilatérale de sécurité sociale, par exemple, il y en a une avec le Maroc, il y en a une avec l'Algérie, il y en a avec beaucoup de pays africains, qui va permettre, moyennant le suivi d'une procédure auprès de l'URSSAF en France, d'obtenir un formulaire A1 par lequel le salarié va être pris en charge en cas de maladie à l'étranger, avec une durée maximum de 24 mois. Donc on voit qu'on est plutôt sur des durées, même si on n'est pas sur l'expatriation, on est sur des durées assez pérennes. Sur le télétravail et l'expatriation. Alors là, on n'a pas de définition légale, hein, c'est le propre de l'expatriation, c'est une définition par défaut de celle du détachement. Mais là, concernant le détachement, tu parlais donc d'une durée limitée. Quelle est-elle en fait? Enfin, parce qu'il y a la convention 24 mois qui peut être renouvelée, mais ça peut durer combien de temps? Alors, le grand maximum qu'on identifie, que ce soit quand on est sur un détachement légal, donc celui qui est prévu par le Code du travail quand on n'a pas de convention bilatérale, celui le plus large qu'on arrive à avoir dans les conventions bilatérales, c'est 6 ans renouvellement inclus. On peut l'avoir après sur les États-Unis, par exemple, ça peut être 5 ans, mais c'est particulier, là on est sur l'Afrique. Sur l'Afrique, on est plutôt sur 6 ans. 2 ans, 2 ans, 3 ans, 3 ans. Maroc, si je me souviens bien, c'est 2 ans, 2 ans. Sur le Maroc, on est sur 3 ans, renouvelable une fois. Ouais. J'ai une question. Oui. Quand on parle de pays d'origine, on ne parle pas forcément du pays de la nationalité du salarié. C'est Non. le pays où il habite. C'est le pays où il travaille. Donc, vous pouvez avoir un salarié malien, par exemple, qui va travailler habituellement en France et qu'on va décider de détacher au Maroc. C'est un schéma tout à fait possible, mais on va avoir des problématiques si on rentre dans le sujet technique. Le sujet malien ne relève pas de la Convention bilatérale de sécurité sociale France-Maroc, parce qu'elle s'applique aux nationaux français ou marocains. Donc, en fait, on va tomber sur un détachement légal prévu par le Code du travail, donc qui est tout à fait possible, hein, notamment le détachement pour le compte de l'employeur, qui est une des dispositions, et qui va permettre, même si ce n'est pas prévu par la convention bilatérale, de détacher ce salarié. C'est vraiment la localisation de l'employeur et le lieu habituel du salarié qui vont permettre de qualifier le détachement. Donc l'expatriation, comme je disais, c'est une définition à contrario du détachement, c'est-à-dire quand on ne remplit pas ou qu'on ne veut pas remplir les conditions du détachement, on passe sur l'expatriation. L'expatriation, là, on a une rupture un peu plus nette du lien entre le pays d'origine et le pays dans lequel on est envoyé. Parce que le salarié va conclure un contrat local, il va être rattaché à la sécurité sociale locale, il va faire toutes ses démarches localement, il va être fiscalisé localement, etc. Donc,
on a un principe de territorialité qui va faire que sa situation va être complètement tournée vers ce pays d'accueil. Et sur le pays d'envoi, finalement, va rester quelque chose de très résiduel, qui est le contrat d'origine qui va être suspendu, généralement par la conclusion d'un avenant d'expatriation qui va organiser les conditions de la mobilité et la suspension du contrat. Donc, si je prends le cas du Maroc, les détachements sont plus compliqués parce que on a un contrat de travail étranger à conclure. Et du coup, comme c'est une condition de résidence du salarié, nécessairement, le détachement est plus compliqué. Effectivement, on a cette problématique du CTE, le contrat de travail d'étranger, qui se superpose en fait à un contrat qui est signé et qui est effectivement un des motifs d'entrée et de pouvoir obtenir un titre de séjour au Maroc. C'est un des documents qui est demandé. Donc la procédure est quand même fastidieuse. Il faut pas mal de documents et d'informations. Tout a été digitalisé, donc il y a une plateforme qui permet de faire cela quand même en ligne, ce qui a facilité les choses. C'est effectivement une obligation de l'employeur. S'il n'obtient pas ce CTE, vous voyez, il a l'obligation de prendre en charge le retour de son employé. Et on a les mêmes obligations sur l'Algérie également. Je ne sais pas, Ghislaine, si sur le Cameroun, il y a des obligations de contrat local également. Oui, déjà pour la première partie, je vais rapidement revenir dessus. Effectivement, il y a des lois qui sont aujourd'hui un peu obsolètes parce qu'elles n'ont pas il n'y a pas de texte sur le télétravail aujourd'hui. Donc, évidemment, nos États africains vont devoir, surtout en Afrique centrale, Afrique francophone, vont devoir s'adapter et se mettre à niveau également concernant le télétravail. Et effectivement, pour ce qui concerne les textes, nous avons ici, par exemple, au Cameroun, l'obligation d'avoir un visa de travail pour les expatriés. Donc, c'est un visa qu'on appose sur le contrat de travail qui est validé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et c'est donc un des critères de validité du contrat de travail expatrié ou des étrangers, je dirais, des étrangers au Cameroun. Voilà. Alors, le télétravail international et le business trip. Donc, le business trip, on est plus sur quelque chose qui va être très ponctuel et pas nécessairement récurrent. C'est-à-dire que ça va être le déplacement pour 48 heures ou une semaine d'un salarié qui va rencontrer des partenaires locaux ou visiter une usine ou ce genre de choses et qui n'a pas d'impact sur son statut parce que le salarié il va pouvoir bouger. Un jour il va aller à Abu Dhabi, la semaine suivante il sera à Alger et puis à la fin du mois il ira à Abidjan. Donc il va bouger mais ça n'a pas d'incidence sur son statut. Un petit focus en revanche sur les accidents du travail parce que un salarié qui va être ce qu'on appelle en mission va être pris en charge au titre de l'accident du travail sous réserve que l'employeur ait fait la procédure auprès de l'URSSAF pour les business trips. On sait que les employeurs ne les font quasiment jamais, alors qu'elles sont très simples à faire et qu'elles les couvrent. On peut même les faire a posteriori, mais le mieux est quand même de les faire en amont. Et surtout, l'employeur, quand le salarié a un accident du travail, eh bien, il se retrouve soumis à son obligation. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que le salarié parte à l'étranger qui va exonérer l'employeur de ses obligations en matière de sécurité, de prévention, de suivi de la durée du travail, etc. Donc, on a de la jurisprudence assez importante sur ce sujet. Et l'accident de mission est présumé de nature professionnelle, sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve que l'accident n'est pas de nature professionnelle. Et la jurisprudence en a une vision assez extensive, parce que vous voyez que même le fait que le salarié se soit blessé dans un nightclub en plein milieu de la nuit ou dans sa chambre, bah, ça ne justifie pas le fait que ce ne soit pas professionnel. Parce que, bah, effectivement, la participation à un dîner, une soirée ou autre peut être un élément de sa mission. Donc voilà, maintenant on a circonscrit un petit peu le télétravail par défaut des autres notions.
Et on va pouvoir aborder en fait les hypothèses dans lesquelles le télétravail international sera intéressant. Donc on en a identifié de deux types, des raisons professionnelles ou des raisons personnelles. Sur les raisons professionnelles, la première qui est venue, c'est celle des hubs. Donc je vais laisser mes associés et comparses intervenir sur ces sujets. Donc Arnaud, sur Dubaï, si tu veux nous dire quelques mots effectivement, comment le télétravail peut-être un moyen pour vos hubs. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Dubaï s'est développé comme un centre d'activité pour l'ensemble de la région Moyen-Orient, mais même plus. Et donc, par rapport à notre problématique africaine, moi, je vois par rapport à des clients français dont on s'occupe, la majorité des grands groupes français continuent à traiter l'Afrique depuis Paris, mais je pourrais citer plusieurs grands noms, grands groupes français, dont les opérations sur la zone MEA, donc Middle East Africa, sont depuis Dubaï. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui ont du management régional, une direction juridique, une DRH, localisée à Dubaï et qui suit l'ensemble de l'Afrique, y compris l'Afrique francophone. Donc ça reste une situation marginale du point de vue des entreprises françaises, mais on commence à voir ce type de situation. Et ça s'explique pourquoi? Ça s'explique parce que Dubaï est une destination qui est plutôt agréable, où on vit bien. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu pour les gens qui y résident. Donc en général, et c'est le cas d'ailleurs dans les autres pays du Golfe, en général les gens vont dans le Golfe pas parce que le climat est particulièrement agréable, même si c'est un peu plus sympa en hiver que chez nous. Après, la punition, c'est quand même les 6 mois d'été où c'est pas facile non plus. Donc c'est quand même assez commode de se localiser à Dubaï avec un statut fiscal intéressant. Et surtout, ce qui a pas mal changé en quelques années, c'est que les grandes compagnies du Golfe, donc Emirates à Dubaï, Etihad à Abu Dhabi, Qatar Airways à Doha, dans une moindre mesure Saoudia en Arabie, ont développé des liaisons avec l'Afrique. Donc on peut être basé à Dubaï. Alors historiquement, c'était plutôt toute on va dire Afrique de l'Est, Afrique du Sud, qui est plus proche géographiquement. Mais aujourd'hui, il y a des liaisons, donc non seulement avec le Maghreb, mais aussi avec des pays d'Afrique de l'Ouest, qui culturellement, au départ, étaient un peu plus loin de Dubaï. Donc on voit cette place émerger et effectivement Dubaï au départ s'était positionné sur un rôle de hub régional, donc sur la région Moyen-Orient, et elle tend aujourd'hui à avoir des ambitions encore plus larges, notamment parce qu'elle est en concurrence avec ses voisins. Donc les pays du Golfe sont frères ou cousins, mais ils sont quand même rivaux sur pas mal de sujets, et ils sont même un peu chiens et chats les uns avec les autres, parfois à l'intérieur du même pays. Par exemple, Dubaï et Abu Dhabi, c'est le même pays, c'est la Fédération des Émirats, mais ils se font des croche-pattes régulièrement. Donc avec Doha au Qatar ou avec Riyad en Arabie, chacun a son agenda et ne fait pas spécialement de cadeaux aux autres. Il n'y a pas beaucoup de concertation. Et par exemple, quand Dubaï, en tout début d'année dernière, enfin les Émirats en tout début d'année dernière, sont passés à une semaine de travail du lundi au vendredi, et évidemment, il y a une rupture par rapport à la semaine du dimanche au jeudi. Il y a eu un préavis de 15 jours. Ils ont annoncé mi-décembre en disant début janvier, voilà ce qui va se passer. Et évidemment, il n'y a pas de concertation avec les voisins. Donc, ça veut dire que quand vous êtes à Dubaï, que vous supervisez la région, vous pouvez avoir à travailler le dimanche sur l'Arabie et le Qatar ou le Koweït, mais vous travaillez aussi le vendredi parce que c'est maintenant travailler à Dubaï. Et si vous êtes dans la construction, vous travaillez parfois le samedi. Donc, ça fait des semaines assez sympas. Donc, juste sur ce point de la concurrence régionale, sachez que l'Arabie Saoudite, qui est en en pleine révolution culturelle, ce n'est pas simplement un boom économique, c'est un changement des façons de faire. Donc l'Arabie Saoudite est le grand sujet de la région, c'est 28 millions d'habitants, c'est une économie membre du G20 qui en gros se réveille après des décennies un peu de repli sur soi.
Riyad a lancé un programme dit RHQ, Regional Headquarters, qui, en gros, avec beaucoup de subtilité, dit si à partir du 1er janvier 2024, votre siège régional n'est pas à Riyad, eh ben, vous êtes interdit de participer à des appels d'offres publics. Ça vise directement des grands groupes internationaux qui sont plutôt sur Dubaï. Et donc, moi, je travaille pour un grand compte français qui a son hub régional à Dubaï et qui a du business en Arabie, mais y compris pour des questions RH, même si l'Arabie s'est beaucoup ouverte, motiver des gens pour s'installer à Riyad plutôt qu'à Dubaï, ça reste un peu une mission face nord. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Riyad, dans ce programme RHQ, a dit siège région MENA. Donc, ça inclut dans leur liste de pays qui sont supposés être supervisés depuis un centre régional à Riyad. Vous avez Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte. Donc, tous ces pays sont supposés être suivis depuis Riyad. Et donc, Dubaï, eux, ils sont passés à un mode au-dessus en disant ben, nous, on ne va pas se focaliser sur la zone MENA spécifiquement. On veut devenir un des hubs financiers mondiaux de taille mondiale. Donc, superviser l'Afrique pour certaines entreprises. Pour d'autres, elles vont suivre l'Inde depuis Dubaï. D'autres vont suivre l'Asie centrale depuis Dubaï. Donc, il y a vraiment, ils cherchent à tirer profit de la centralité de leur position géographique par rapport à pas mal de pays. Voilà. Donc, ça, c'est plus un point, on va dire, macroéconomique. On viendra après sur les aspects juridiques. Mais Dubaï cherche, y compris par rapport au développement de la zone Afrique, qui est notre sujet aujourd'hui, à se positionner comme un lieu où les entreprises ou les gens à titre individuel, on va y revenir, pourraient être basés pour développer des activités en Afrique. Surtout que un des avantages de la zone, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de décalage horaire avec toutes ces zones, donc c'est facile en matière de communication avec le reste des équipes. Et les liaisons aéronautiques, effectivement, sont bien facilitées. Lina? Alors, le Maroc se positionne depuis plusieurs années comme un modèle régional et un hub sur l'Afrique. C'est vrai qu'on est peut-être moins dynamique là, de ce que j'entends, mais c'est vrai qu'on est assez en concurrence avec Dubaï, puisqu'il y a beaucoup de directions, en tout cas les grandes entreprises françaises qui sont nos clients, qui sont basés au Maroc, et donc qui gèrent tout leur business sur l'Afrique, particulièrement de l'Ouest. Alors les motifs, ben, effectivement le temps qui est là plus tempéré, que ce soit à Paris mais aussi à Dubaï. Ben, sa position géographique, il ne faut pas oublier que la côte marocaine est à 14 km de la côte espagnole. Aucun décalage horaire. Une stabilité politique qui a vraiment, qui est complètement avérée. On peut aller de la révolution de 2011, on va dire du printemps arabe à la crise sanitaire. Je pense que le Maroc a vraiment démontré sa résilience. Et c'est vraiment une vision qui est portée par toute la manière de gouverner au Maroc a une réelle vision qui est maintenant démontrée, notamment sur l'Afrique. On est vraiment en train de développer les partenariats sud-sud et notamment grâce aussi à la Royal Air Maroc, donc il y a vraiment une vraie une compagnie donc qui permet d'aller en Afrique et en Europe et aussi en Middle East assez facilement. Pour tout ce qui est télétravail, on a quand même une infrastructure IT qui est assez développée puisqu'on est un des pays avec le meilleur réseau, la meilleure connectivité. Et puis, bon, ça c'est parfois ça peut poser des problèmes parce qu'on a l'impression que c'est très facile de s'installer au Maroc et il y a des spécificités, mais quand même, le cadre légal et la doctrine administrative restent assez similaires, notamment à la France. Et puis, il y a aussi cette facilité puisque tous les textes légaux sont accessibles en français. Donc, c'est effectivement beaucoup de points positifs pour le Maroc. Je me souviens, il y a 15 d'années, d'avoir parlé avec la directrice juridique Royal Maroc qui me disait oui, on va devenir un hub africain. J'étais là,
c'est une sacrée ambition et effectivement, c'est ce qui se réalise. Oui, juste, si je peux me permettre, quelque chose qui est en lien justement avec le sujet aujourd'hui. Alors nous, ce qu'on voit, c'est aussi, depuis, c'est très récent, mais c'est après un an, c'est des sociétés qui vont recruter des gens en télétravail sans les déclarer dans leur pays d'origine. Mais en Afrique, c'est-à-dire, admettons par exemple que vous êtes marocain au Maroc, vous avez un employé qui est camerounais au Cameroun, etc. L'entreprise va souvent être basée à l'île Maurice et va payer les gens sur des comptes offshore en dollars. Et en fait, va laisser les salariés se débrouiller avec l'aspect éventuellement légal ou fiscal. Et ça, on retrouve ça beaucoup chez les startups et effectivement aussi dans la microfinance, etc. Et ça, c'est un phénomène très nouveau qu'on n'avait pas avant. C'est effectivement un phénomène qu'on identifie aussi, nous, dans nos pratiques de mobilité internationale au cabinet. C'est le fait que des employeurs, maintenant, qu'ils soient français ou d'autres pays, vont aller en fait chercher des talents ailleurs et les mettre en télétravail en se disant c'est assez simple, voilà, on n'a pas de déclaration à faire. Sur la France, bah, ça ne coûte rien. Et finalement, on laisse le salarié gérer son régime. Donc, je sais qu'on accompagne notamment 2 clients sur ces sujets qui ne sont pas toujours évidents parce que la limite est très ténue entre faire travailler un salarié en télétravail international depuis un autre pays et être employeur étranger d'un salarié en local. Ce schéma qu'on a en France, ce qu'on appelle le représentant isolé, n'existe pas dans tous les pays. C'est vrai qu'en France, une société, effectivement, l'île Maurice, prenons, l'île qui est basée en île Maurice, elle peut embaucher un salarié, français ou pas français, peu importe, mais qui est sur le territoire français, en se déclarant comme employeur étranger auprès de l'URSSAF du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, je ne sais jamais, ça fait 20 ans, mais j'arrive pas à l'imprimer. Et donc, il va être employeur, il va payer les cotisations sociales en France, etc. Le salarié va effectivement être en télétravail, mais pas en télétravail international. Il va être en télétravail en France, mais du point de vue de l'île Maurice, ce sera du télétravail international permanent. Donc, c'est vraiment des schémas juridiques qui sont très spécifiques. Et je vous rejoins tout à fait sur le fait que c'est quelque chose maintenant où c'est un moyen d'aller chasser des talents à l'étranger quand on n'a pas de compétences localement. Oui, effectivement, de ce point de vue-là, Maurice, c'était déjà un hub pour appliquer un certain nombre d'entités Afrique, le devient pour ce mode de fonctionnement. Et on voit que ça peut intéresser, y compris, moi je parle avec des gens, par exemple, des Sud-Africains, la devise étant ce qu'elle est, ils vont avoir un contrat en dollars signé avec cette entreprise à l'île Maurice, et ensuite, sur place, en fait, ils ne vont rien déclarer, ils n'auront pas d'existence légale. Alors après, je lisais hier un article qui n'était pas à proprement sur ce sujet, mais c'est vrai que les mots m'ont fait écho et ils m'ont rappelé une conférence à laquelle j'ai participé il y a quelques années, la conférence des avocats internationaux, l'AIBA pour ceux qui connaissent, où sur tous les sujets de mobilité internationale, commençait à pointer en fait des sujets d'égalité de traitement. Et c'est vrai que quand je réfléchissais au sujet hier soir, je me suis dit, mais un salarié, prenons le cas du Sud-Africain, qui va se retrouver avec une rémunération d'un salarié français qui va donc représenter potentiellement, selon la région où il est, une rémunération très, 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 très importante et un complet avec l'équivalent de la rémunération versée à poste équivalent en local, ça risque de poser des sujets dans des sociétés. Et donc, on avait vu notamment mais je ne vais pas dire de bêtises, qui pendant le Covid avait créé des rémunérations différentes selon la localisation en télétravail des salariés aux États-Unis. Finalement, c'est peut-être un sujet auquel on va venir, même si c'est sensible, potentiellement, ça va être un sujet de réflexion. Je peux poser une question là? Bien sûr. Deux questions d'ailleurs. Dans le cadre de ces travailleurs isolés expatriés, l'entreprise qui les emploie s'inscrit ou est enregistrée dans le pays d'emploi de la personne. Par exemple, une entreprise à Maurice emploie quelqu'un en France, elle est inscrite dans les registres sociaux et fiscaux français. Elle Exactement. Le fait. Donc, ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal. C'est un statut qui est complètement réglementé, ce statut de représentant isolé. Si vous le tapez sur Internet, vous verrez que vous tomberez sur la page URSSAF qui l'explique. Ça permet à des sociétés qui n'ont pas encore
d'activités, on va dire, particulièrement développées en France, qui sont plus en prospection ou autre, d'embaucher quelqu'un pour justement avoir cette activité. Alors après, le problème de la prospection, c'est la qualification d'établissement stable. C'est-à-dire que quand on est sur des réflexions, quand on accompagne des clients sur ce statut de représentant isolé, le pendant de l'explication sur les aspects sociaux, c'est l'explication fiscale, c'est l'analyse du risque fiscal. Après, si vous prenez, je ne sais pas, un développeur qui ne va travailler que sur son ordinateur et faire du marketing, par exemple, vous n'avez pas de risque fiscal et vous n'êtes pas en activité de prospection. Et là, vous allez être plutôt, avec ce statut de représentant isolé, en télétravail pour le coup. Ça, c'est valable pour les pays d'Afrique aussi. Oui. C'est d'accord. Ah non, c'est en France. Par contre, je ne sais pas où ce schéma existe en Afrique. Il n'existe pas partout. Même en Europe, tous les pays ne l'ont pas. Donc, c'est vraiment des spécificités locales. Ils ne se déclarent pas, exactement. Et deuxième question, est-ce que du coup, est-ce que n'est pas poussé l'idée d'employer des gens qui se mettent à leur compte, qui créent une auto-entreprise et qui font des factures? Exactement, c'est l'alternative. C'est l'alternative. Quand on n'a pas le statut de représentant isolé, pour avoir quelque chose de légal, le seul moyen, c'est de passer par le travailleur indépendant qui va justement, lui, faire son affaire des déclarations. Et finalement, il va être un prestataire de service, si on recoupe un peu les notions, de la société étrangère. Ce qui est beaucoup plus facile pour elle. Ce qui est beaucoup plus facile pour elle. Exactement. Alors, sur le Maroc, pour rebondir sur ce que vous voulez dire sur le statut d'auto-entrepreneur, effectivement, c'est un statut qui a été créé il y a quelques années maintenant, qui est ouvert aux personnes de nationalité étrangère. Donc, on a cette possibilité, mais en revanche, au niveau fiscal, c'est au Maroc, en tout cas, très souvent, c'est la fiscalité qui vient un petit peu réfréner les projets. On a effectivement un seuil de chiffre d'affaires qui est relativement bas. Et donc qui ne permet pas à tous les employés de se mettre en auto-entrepreneur, et notamment la loi de finances 2023, là, qui est venue vraiment beaucoup changer la donne, notamment sur ce statut, où il y a maintenant une retenue à la source. C'est vraiment un sujet, mais en tout cas, ce statut existe, mais il n'est pas beaucoup utilisé. Ghislaine, tu voulais intervenir? Alors, je voulais simplement revenir, si possible, sur la préoccupation du monsieur tout à l'heure. Effectivement, pour se mettre en légalité, en Afrique francophone, il y a deux possibilités. La possibilité d'avoir un salarié qui est en fait un prestataire. Peut-être ça n'arrange pas le salarié parce qu'il voudrait avoir un contrat de travail et avoir pas les obligations, mais plutôt tout ce qui découle du contrat de travail. Mais en plus, il y a ce qu'on appelle également ici le portage salarial, c'est-à-dire qu'on passe par une entreprise qui peut porter le salarié, qui sont généralement les entreprises de travail temporaire, qui peuvent porter le salarié, prélever et retenir à la source tout ce qui est en termes d'impôt sur le revenu, le reverser aux impôts, imprimer les déclarations et les remettre à l'employeur pour conserver sa légalité dans le système de l'emploi. Donc, en plus de la partie prestataire, on peut avoir du portage salarial qui est tout à fait légal et qui se pratique plutôt bien ici. Oui, c'est vrai, c'est un autre schéma qu'on n'a pas abordé, mais c'est une possibilité. C'est-à-dire que finalement, vous n'êtes pas l'employeur direct, vous concluez un contrat tripartite. Donc, c'est pour ça que Ghislaine évoquait les entreprises de travail temporaire, parce que, alors en France, c'est deux schémas distincts, mais vous pouvez tout à fait faire porter vos salariés et finalement, il va exercer sa mission comme il le veut en tant que prestataire de service. Alors, après les hubs, on va évoquer le développement des marchés internationaux. Donc effectivement, on évoquait le télétravail comme un moyen de développer. On a parlé du business trip, donc qui est un peu un one-shot, si je peux me permettre, le salarié qui va bouger très, très ponctuellement. Le télétravail peut s'inscrire un peu plus dans la durée et donc permettre d'avoir une véritable activité locale et de rester un peu plus longtemps que sur un business trip pour justement avoir une activité de développement. Arnaud, on parle un petit peu de la région. Oui, tout à fait. Alors, on a parlé de Dubaï en tant que hub. Évidemment, le modèle de Dubaï a été extrêmement impacté par le Covid. Parce que pour que ça marche, il faut que les gens, les marchandises puissent circuler. Et donc, Dubaï a
fait face à un problème, je dirais, encore plus aigu que d'autres économies. À noter que, en fait, Dubaï, justement, étant dépendant même de l'arrivée de touristes, en fait, Dubaï a réouvert dès le mois de juillet 2020. Et il fallait simplement un test PCR pour y aller. Et pour ce qui me concerne, bon, j'ai passé 11 ans dans le Golfe, je suis rentré il y a 3 ans à Paris. Et bon, j'ai été bloqué comme tout le monde à partir de mars 2020. Mais dès octobre 2020, j'étais dans les avions vers Dubaï. Ce qui, évidemment, les camarades sur l'Asie n'ont pas été dans la même situation. Et donc, tout ça pour dire que Dubaï a cherché, avec une certaine agilité, à se dire on reste une des juridictions ouvertes. On voit qu'il y a des gens qui se relocalisent. Est-ce qu'on ne va pas proposer une solution, une base légale pour que des gens viennent travailler depuis chez nous? Et donc, dès octobre 2020, ils ont mis en place un Virtual Working Program. Donc, c'est un système qui permet, alors qui s'applique à 2 types de situations. Vous avez quelqu'un qui est salarié d'une entreprise, par exemple française, et qui voudrait venir travailler depuis Dubaï. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui serait détaché ou expatrié auprès de la filiale de ce groupe à Dubaï. Ça, c'est autre chose. On rentre dans une logique d'expatriation, de détachement. Si c'est expatriation, il y a un contrat local, il y a un visa de travail, et à la limite, donc c'est à l'intérieur du groupe. Est-ce que j'ai un intérêt à avoir cette personne qui va continuer à travailler pour moi en France, mais je vais la localiser auprès de ma filiale à Dubaï? Bon, là, on parle d'une situation où vous ne faites pas la démarche de résidence en étant rattaché à une filiale, ou par hypothèse, vous n'avez peut-être pas de filiale, mais ça permet à des gens qui ne peuvent pas être rattachés à un employeur local de quand même s'installer à Dubaï. Deuxième situation, comme il y a beaucoup d'anglo-saxons dans les pays du Golfe, ils ont cette notion de contractor qui correspond un peu à l'auto-entrepreneur. Donc, ce qu'on disait, quelqu'un qui a fait une carrière dans l'audit, qui a une compétence en comptabilité ou qui veut faire des missions de conseil, il monte sa société en Angleterre. Il facture des prestations de services à ses clients et donc il est company owner. Il est le propriétaire de sa boîte à 100%. Et le système permet, donc par hypothèse, il a sa boîte domiciliée en Angleterre qui n'a pas de filiale à Dubaï. Et ce système vous permet d'avoir un visa de travail et de résidence à Dubaï sans avoir la nécessité d'avoir une filiale, une représentation sur place. Alors, il y a quand même des conditions. Il faut justifier de gagner minimum $5 000 par mois. Ils ne veulent pas que toute la misère du monde, ça va de chez eux. Ils veulent bien des profils, mais plutôt des gens qui gagnent leur vie, sachant qu'il n'y a pas d'impôt dans les pays du Golfe, mais le coût de la vie est très cher. Les logements, la nourriture, le transport, les écoles, la protection sociale. Donc les salaires, les headline rates sont assez élevés, mais je peux vous dire que je dirais que le net à vivre, enfin à la fin du mois, est pas si astronomique que ça, en fait, quand on a payé toutes les charges qu'on doit payer. Voilà. Donc, je pourrais répondre à des questions si vous voulez, mais l'intérêt, c'est de voir que Dubaï a été assez agile et dès octobre 2020 a quelque part créé une base légale pour permettre à des gens qui ne sont pas rattachés à une filiale de Dubaï, de néanmoins travailler depuis Dubaï et d'ailleurs de faire venir leur dependents, leur famille. Donc effectivement, alors aujourd'hui, le Covid est un petit peu derrière nous, mais à une époque, vous aviez des gens qui disaient « Ok, je pars 6 mois à Dubaï et ça a bien fonctionné. » En visa touriste. Alors en visa touriste, mais le visa touriste, il a cette limite qu'on n'est pas supposé travailler. Comment ? Donc ce visa, il donnait une base légale pour pouvoir travailler localement sans pour autant avoir la contrainte de dire ok, si je veux travailler à Dubaï, il faut que je crée une filiale à Dubaï qui va pouvoir m'employer. Ça a été une souplesse importante. C'est spécifique à Dubaï ou c'est pareil dans tous les Émirats? Alors, il y a un programme qui est aussi au niveau fédéral, au niveau des autres Émirats.
Il y a un programme qui a été développé à Dubaï. Donc là, on parle des Émirats arabes unis. En revanche, il n'y a pas l'équivalent au Qatar, à Oman ou en Arabie saoudite. Vous avez beaucoup de pays qui ont créé, alors on le verra dans la partie suivante, mais des visas digital nomades. Et donc ça participe de ça également. Alors, sur l'Algérie, puis peut-être Lina, tu voudras dire un mot sur le Maroc, mais sur l'Algérie, on n'a pas de visa spécifique. On n'a pas de cadre juridique, même si aujourd'hui le pays voit ça comme une opportunité, notamment pour le retour au pays qu'on verra juste après. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui a été mis en place. On a peu de textes sur le télétravail, voire pas, en tout cas, donc pas très ouverts à ce mode de fonctionnement. Donc à voir. Alors, sur les raisons personnelles qu'on a identifiées pour le télétravail, donc la première raison qu'on a identifiée, c'est le départ du conjoint en mobilité ou le retour au pays. Donc, qu'est-ce qu'on recouvre comme situation? On recouvre comme situation, et on a eu le cas notamment avec Lina sur un dossier récemment, d'un choix familial d'aller s'établir dans un pays africain. Et donc un montage qui doit être opéré pour justement permettre cette mobilité. Donc on a plusieurs cas. On a soit effectivement le conjoint qui va être amené à partir dans un pays, donc soit via une mobilité, donc un détachement, une expatriation, soit par vrai choix d'aller s'établir dans le pays. Et là, on va se poser notamment des questions sur la possibilité au titre de l'immigration de rentrer dans le pays. Mais du coup, le conjoint qui suit, lui, potentiellement, n'a pas envie nécessairement de perdre son travail. Donc, il va pouvoir se rapprocher de son employeur pour lui dire, voilà, j'ai un projet familial où mon conjoint part en mobilité, je veux le suivre. Et là où avant, en fait, la solution était très simple, le salarié démissionnait de son poste et s'inscrivait auprès de Pôle emploi comme suivant son conjoint à l'étranger, ce qui constituait ce qu'on appelait une démission légitime. Aujourd'hui, on n'est pas nécessairement sur une démission. C'est-à-dire que le salarié va pouvoir se rapprocher de son employeur en lui disant « Je veux suivre mon conjoint, je ne veux pas perdre mon poste, je ne veux pas démissionner. Est-ce que vous êtes prêt à m'accompagner sur un télétravail à l'international et réfléchissons à comment mettre ça en place ?» Les employeurs ne sont pas nécessairement réfractaires. Oui. Oui, juste pour abonder dans ton sens, juste par rapport aux pays du Golfe, si on a la situation, par exemple, on a une femme qui prend un poste à l'étranger, ce qui est de plus en plus courant. Avant, c'était l'homme qui partait et la femme qui suivait. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes, y compris d'ailleurs dans les pays du Golfe, qui arrivent à un grand groupe français qui sont nommés à un poste. Donc là, par définition, par rapport à ce chef de famille, cette personne va être rattachée à une filiale locale du groupe et donc elle va être dans le système visa de travail, visa de résidence. Mais pour que le conjoint puisse bénéficier d'un regroupement, enfin, en termes de visa famille, il faut être marié. Parce que dans les pays du Golfe, soit vous êtes marié, soit vous n'avez pas le droit de vivre ensemble. Okay, donc, si vous êtes marié, la personne va avoir un visa sponsorisé par le chef de famille et peut avoir, ça c'est son visa de résidence, et peut avoir une autorisation de travailler. Et là, c'est OK. Et si on parle de conjoints, de gens qui ne sont pas mariés en France, là, on a un sujet parce que la personne ne peut pas bénéficier de ce visa famille. Et donc, c'est là où un type virtual working visa peut être intéressant pour un groupe parce que dire, tiens, j'ai une ressource de qualité que je ne veux pas perdre. Est-ce que ce type de situation qui va à Dubaï, est-ce que cette personne peut continuer à travailler pour moi sur ces missions africaines ou autres, par exemple? Alors sur le Maroc, on a beaucoup de cas de mobilité, de détachement, d'expatriation, et maintenant de plus en plus de cas, effectivement, où le conjoint suit et n'est plus dans l'obligation de démissionner de son poste. Et donc là, il y a plutôt une souplesse de la part du Maroc sur le titre de séjour, puisqu'en fait, il ne faut pas justifier pour bénéficier du regroupement familial. Il ne faut pas justifier du mariage, mais plutôt que la personne peut vous prendre en charge. Donc,
On n'a pas l'obligation voilà, de fournir un acte de mariage, donc c'est une souplesse intéressante. Oui, juste. Par contre, tu peux dire que dans beaucoup de pays d'Afrique, le visa famille, alors dans le cadre d'un couple marié, lorsque le chef de famille est expatrié, interdit de travailler. Je me souviens d'avoir eu des cas comme ça avec des gens qu'on pouvait placer dans certains pays. Officiellement, le conjoint, c'était une interdiction formelle de travailler. La personne pouvait même risquer l'expulsion. Mais le problème du télétravail, c'est que ça passe sous les radars. Comment vous identifiez qu'une personne qui a un café avec son ordinateur, elle est en train de scroller sur Instagram, ou qu'elle est en train de faire du digital marketing sur Instagram pour son employeur qui est à l'étranger? Oui. La plupart des accords sont quand même des accords hybrides. Je connais très peu d'entreprises qui font du full remote. Là, ça suppose quand même du full remote. Mais ça peut être du full remote temporaire. Que ce soit prévu dans les accords d'entreprise. Si vous concluez un accord d'entreprise, vous pouvez après le mettre en place par charte, etc. Sur les modalités de mise en place, on a quand même une certaine souplesse dans les textes. On a, par exemple, TUI France, qui a conclu un accord en septembre avec ses syndicats pour justement mettre en place ce télétravail international temporaire. Donc, c'est du full remote, mais temporaire parce que c'est 30 jours maximum dans l'année. TUI France, 13 septembre 2022, si vous voulez l'accord, et qui s'applique depuis le 1er juillet 2022 pour 3 ans. Donc, il y a peu d'entreprises qui font les accords. Nous, les entreprises qu'on accompagne, elles le font soit en one-to-one, j'ai envie de dire, sans charte, sans accord collectif. Sinon, c'est par une charte. Mais globalement, enfin, on le verra dans la conclusion, c'est quand même un dispositif qui est compliqué à mettre en place. Alors, compliqué à mettre en place, mais effectivement, comme vous le disiez, accord collectif, donc on voit effectivement qu'il faut voir ce qui a été mis en place dans la société. Et un autre élément dont il faut tenir compte en France, c'est la jurisprudence, c'est-à-dire qu'on avait de la jurisprudence donc de 2012 qui disait qu'en gros, on a une liberté de résidence, donc le salarié est libre de s'établir où il veut. On a une jurisprudence qui est plus récente, qu'on n'a pas vu dans les slides, mais qu'on pourra rajouter, qui est venue censurer, en fait, permettre le licenciement d'un salarié qui avait déplacé sa résidence et où l'employeur, dans le cadre du contentieux, avait dit « Je ne suis pas en mesure, compte tenu de l'éloignement du salarié, de respecter mon obligation de sécurité. » Donc, voilà, le salarié a décidé de bouger par lui-même en disant « J'ai cette jurisprudence de 2012, j'ai les textes européens qui me disent je peux m'établir, c'est ma liberté de résidence. » La limite, c'est « Attention, il faut que l'employeur il soit toujours en mesure de respecter son obligation. » Donc aujourd'hui, on n'a pas de contentieux sur ces sujets de mobilité internationale, en tout cas pas de décisions qui sont sorties, mais on pourrait avoir des employeurs qui décident, parce que le salarié est parti aux Açores télétravailler, de le licencier en disant « Ok, j'ai mis en place le télétravail, tu as abusé de ma confiance, tu n'as pas été de bonne foi, tu as changé ta résidence et moi, je ne peux pas respecter mes obligations d'employeur. » Et donc, on n'a pas encore de cas en la matière. Non. La jurisprudence, elle met 10 ans à arriver. Au-delà de ça, on est quand même dans une dynamique internationale en fait, post-Covid où les employeurs ont du mal à faire revenir les gens sur leur lieu de travail. Donc, que ce soit au sein du même pays ou dans un ailleurs plus international, ils ont clairement beaucoup de mal. Et donc, je ne suis pas sûre qu'ils aillent vers ça. En fait. Alors, on ne reviendra jamais, ou en tout cas, ce sera dans des sociétés très réfractaires, si vous pouvez me permettre le terme, on n'aura plus jamais de présentiel 100%. Aujourd'hui, une entreprise qui va être compétitive, qui va être attractive, elle est obligée de mettre en place du télétravail partiel. La norme, c'est à peu près 2 jours. J'étais au mois de novembre à la conférence d'avocats dont je parlais un peu plus tôt, et toutes les conférences tournaient autour du télétravail. Que vous soyez en Pologne, aux États-Unis, en Amérique du Sud, tout le monde a les mêmes sujets. C'est effectivement, les salariés ne reviendront jamais à 100%. Il faut trouver un équilibre entre les deux et une réglementation adaptée. Parce qu'aujourd'hui, la réglementation telle qu'elle existe n'est pas complète et ne permet pas de suivre. Et quand on aborde le sujet de l'international, c'est encore un autre pan. C'est une vertu pédagogique
au Covid, puisque ces situations-là, on les a découvertes Oui, dans les entreprises, parce qu'il y avait de l'ajustement local. Et ça nous a permis, en tout cas nous à la DRH, effectivement, de nous accaparer du sujet et de voir effectivement quelles étaient les solutions les plus adaptées, tout à fait, détachement, expatriation. tout à fait. Voilà, donc ça a révélé un sujet pour les entreprises. Ça a révélé plein de sujets parce que ça a révélé aux entreprises qui n'avaient pas mis en place le télétravail en disant mais les fonctions ne sont pas ouvertes, etc. à finalement se rendre compte que quand il y a besoin, on arrive à trouver les moyens. Donc finalement, on y arrive. Ça a permis également de fidéliser certains salariés qui avaient des besoins de mobilité pour des projets personnels ou de l'accompagnement de conjoints, si on y revient, pour dire OK, vous avez ce besoin, on est prêt à vous accompagner, on peut mettre en place le télétravail pour une durée limitée. Donc, c'est un vrai sujet de réflexion dans toutes les sociétés aujourd'hui. Chez LPA-CGA, c'est la même chose. On a les mêmes sujets en RH. Et à l'international aussi avec nos bureaux. Moins le cas, oui. L'essentiel, c'est Oui, c'est-à-dire que sur le continent africain, ils ont fait des efforts pendant le Covid et tout d'un coup, ils n'ont plus le cadre légal, de cela. Donc, exactement. Donc, le sujet des travailleurs nomades, vous savez, c'est la fameuse image du geek qui est dans son hamac au bord de la plage et avec son ordinateur sur les genoux. Et c'est le rêve de beaucoup de personnes. Alors, c'est effectivement un vrai sujet parce qu'on va dire que c'est les premiers télétravailleurs internationaux, mais il n'y a pas de cadre. Donc, bien souvent, ces travailleurs nomades, avant le Covid en tout cas, c'était des prestataires de services, des indépendants, qui effectivement avaient des missions qui permettaient d'être réalisées dans ce cadre. Aujourd'hui, on a plusieurs pratiques. On a effectivement celle du flex office. Donc, le flex office, un sujet de réflexion là-dessus au cabinet également, c'est le fait d'avoir des bureaux et finalement des personnes qui vont être un peu tournantes parce que les personnes ne sont pas là en présentiel à 100%. Et vous avez des bureaux qui sont adaptés. Les salariés travaillent de chez eux avec l'éthique et peuvent travailler quand ils ne sont pas là à peu près de n'importe où. De chez eux, d'un café, d'une plage, peu importe. Lina, tu voulais dire quelques mots pour le Maroc? Et alors, le Maroc, vraiment, le télétravail a extrêmement bien fonctionné. Donc, par exemple, pour nos clients, on a tous nos clients sont encore en télétravail, mais vraiment dans des proportions plus importantes que 2 jours par semaine. Et on a une explosion de tous les espaces de coworking, en fait, vraiment tous les lieux se sont adaptés pour le télétravail. Donc vraiment au Maroc, on n'est pas du tout revenu à ce qui était avant, mais à l'inverse, vraiment, on a tout à fait apprécié le télétravail. Il y a même eu des études, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus, on s'est rendu compte que les personnes étaient plus efficaces et une meilleure rentabilité. Et donc, pendant cette crise sanitaire, on a eu aussi beaucoup de retours en fait de Marocains résidant à l'étranger, de binationaux qui sont venus justement en mode flex. Et ça a été la même chose sur l'Algérie. Ouais, voilà. Et puis ensuite, qui sont restés un petit peu dans ce modèle, ou bien des personnes qui sont liées au Maroc pour d'autres motifs. Et donc, on a eu vraiment une arrivée massive de ces travailleurs nomades. Et des travailleurs indépendants aussi, comme je le disais tout à l'heure, des projets personnels de s'établir. Et le travail nomade était une vraie opportunité pour eux sur le Maroc. Même si on n'a pas de visa digital nomade. Oui, non, juste une remarque par rapport à ça. 2 choses. Pour le flex office, il y a aussi un impératif qui est lié au coût question et du bâti. Aussi chez Michael Page dans cette réflexion, mais en louant peut-être effectivement des surfaces petites. Voilà. Et par rapport à ce que vous disiez aussi tout à l'heure, à Dubaï, je sais que dans notre réseau de clients, en particulier les groupes anglo-saxons, de plus en plus de groupes proposent, par exemple, aux Britanniques ou aux Australiens, de prendre des grands breaks pendant l'été de 2 mois ou 2 mois et demi, qui incluent 3 semaines de congés réels, et le reste passer effectivement en Grande-Bretagne ou en Australie, surtout à un moment où le climat est particulièrement difficile. C'est le cas dans l'accord de TUI France sur les 30 jours. Alors, je ne sais plus si vous avez vu ça, mais
Voilà, ils autorisent donc 30 jours par an maximum, qui peuvent être pris de manière continue ou non. Donc, ils disaient on peut avoir une période de vacances de 15 jours avec une semaine avant et une semaine après. Finalement, la personne est absente pendant un mois, mais elle travaille la moitié de ce mois. Ça lui permet de se décaler. J'ai juste une question aussi en matière de sécurité des données. Pour les États-Unis, pour travailler aux États-Unis, il faut un visa. Vous travaillez sur votre portable, potentiellement, ce que vous faites appartient à l'État américain. Donc, ces aspects-là, je comprends bien le côté sympathique, surtout pour les data, enfin, les jeunes, ils rêvent tous de télétravailler depuis l'étranger, sur la plage, mais aussi ces aspects de sécurité, de data, de propriété. Vous devancez la slide suivante. Donc, c'est une excellente réflexion. Mais effectivement, en fait, on va voir toutes les problématiques que ça soulève, parce que là, c'est effectivement l'aspect opportunité, tout ce qu'on peut faire, mais il y a tous les sujets que ça soulève par ailleurs. Juste une réflexion plus globale et peut-être un petit peu détachée de ça, c'est que ceux de vous qui ont l'opportunité de lire les textes européens, peut-être que vous vous êtes rendu compte que le texte européen ne parle pas de salarié. Les textes européens, ils parlent de la notion de travailleur. Et donc, il y a une réflexion qui est engagée de savoir si finalement la notion de travailleur, elle ne va pas évoluer, parce que veut un salarié? Pourquoi quelqu'un va chercher le statut de salarié? C'est pour la protection sociale et pour l'emploi. C'est mondial. Aujourd'hui, si on offre un statut de travailleur qui ne va pas avoir de lien de subordination, mais la possibilité de souscrire justement à un régime de protection sociale qui va être assez uniforme et à une assurance perte d'emploi, finalement, on perd la substance de la notion de salarié. Et la personne, elle va être plus détachée. On est entre le prestataire et le salarié. Alors, si on aborde maintenant les enjeux. Alors là, vous voyez, on a fait une longue liste. Elle n'est pas tout à fait complète, mais on s'est dit qu'à un moment donné, on s'arrêtait. Donc, sur tout ce que recouvre le télétravail international. Le premier sujet du télétravail international, c'est l'immigration. C'est comment je fais rentrer quelqu'un dans un pays où il veut travailler. Alors, Lina a parlé pour le Maroc des nationaux ou binationaux qui sont rentrés au pays comme en Algérie. La solution est assez simple. La personne n'a pas besoin de titre pour rentrer puisqu'elle va faire valoir sa nationalité. Mais pour autant, une personne qui n'a pas la nationalité du pays dans lequel elle va s'établir va nécessairement devoir passer par une procédure immigration. Et cette procédure immigration, elle peut avoir des impacts. Lina parlait tout à l'heure du contrat de travail étranger. Clairement, un salarié étranger, quelle que soit sa nationalité, que ce soit français, européen, africain, qui n'est pas marocain, qui veut aller travailler au Maroc, doit passer par cette procédure de CTE pour obtenir un titre immigration. Donc, le salarié va devoir soit se dire je pars en télétravail pour une durée très courte. Alors, très courte, je l'entends, 15 jours, un mois, en tout cas moins de 90 jours. On va dire que c'est la durée la plus communément répartie. Et je ne fais pas de demande de titre parce que mon télétravail va passer sous les radars et je n'ai pas d'autorisation de travail à demander sur le territoire. Et après, si je me fais prendre, je me fais expulser et potentiellement interdire du territoire. On a vu le cas avec Lina il y a quelques années dans un dossier. Soit effectivement, j'anticipe que mon télétravail va être un peu plus pérenne, en tout cas dépasser ces 90 jours, et je vais devoir demander une autorisation de travail. On va analyser vraiment sous l'aspect durée du séjour et intérêt de rester plus longtemps que 90 jours ou non. Ça ne présente pas d'intérêt. La procédure immigration, elle est quand même longue sur les pays. C'est pas quelque chose qui se fait en quelques jours. Donc, c'est un vrai projet de réflexion à engager avec le personnel. Il y a une tolérance sur les 90 jours. Généralement, on peut quand même demander un renouvellement, en tout cas au Maroc, certaine tolérance. Mais bon, on n'est pas à l'abri, effectivement, comme tu disais, dès qu'il y a une petite crispation, on va dire, diplomatique, n'est-ce pas? On peut effectivement là se retrouver un petit peu plus en risque, alors que on va dire que les autorités marocaines jusque-là étaient plutôt tolérantes.
Après, on a quand même un certain nombre de destinations qui ont mis en place ce que je disais tout à l'heure, les visas digital nomades. On a à peu près une cinquantaine de pays depuis 2 ans qui ont adopté ces visas. Alors, ça va être principalement des îles, pour rejoindre la notion de travailleurs nomades et du hamac, mais pas que. On a la Croatie, on a Dubaï, enfin, il y a plein de pays qui se mettent en fait à réfléchir autour de ces sujets en se disant c'est une vraie attractivité de talent, c'est une vraie attractivité de pouvoir d'achat, donc des gens qui vont acheter localement, qui potentiellement vont décider d'y rester, vont décider d'investir, etc. Donc des réflexions qui s'engagent au niveau des gouvernements sur ces sujets. Sur les enjeux en matière fiscale. Donc, on avait rapidement abordé tout à l'heure la question de l'établissement stable. Donc, l'établissement stable, c'est une notion universelle qui permet de savoir si une entreprise va être redevable d'impôts sur un territoire, puisque, comme la sécurité sociale, on est sur un principe de territorialité. Donc, en fait, les législations locales vont rechercher, vont identifier des critères pour qualifier cet établissement stable, mais on a également la réglementation de l'OCDE, donc qui est cette réglementation internationale, qui, pour le coup, a statué en disant que la présence exceptionnelle d'un télétravailleur sur un territoire durant la crise sanitaire n'est pas de nature à caractériser une installation fixe d'affaires et donc à qualifier un établissement stable. Mais c'est quand même une notion dont il faut se méfier parce que dès lors qu'on va être en activité de prospection, et l'OCDE a assoupli ses critères pour vraiment les baisser, donc la prospection, ça va même être organiser un déjeuner avec un client potentiel, c'est-à-dire que même si vous n'abordez pas une contractualisation, des conditions financières, etc., ça va être considéré comme étant un début en fait de démarche commerciale et donc aller sur la qualification d'établissement stable. Après, à voir comment ils arrivent localement à l'identifier et à le qualifier, quels sont les moyens de preuve utilisés. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet parce que potentiellement, la société va se retrouver à devoir des impôts dans le pays dans lequel le télétravailleur s'est déplacé et dans le pays dans lequel le contrat est effectivement conclu et les fonds effectivement perçus au titre de la transaction. Et par ailleurs, si la situation n'est pas déclarée, ça veut dire que vous êtes soumis à redressement fiscal à toutes les pénalités qui sont applicables dans le pays. L'autre pendant, c'est la double imposition du salarié. C'est le télétravailleur part à l'étranger et le principe de territorialité fait que si sa résidence fiscale est transférée dans le pays dans lequel il télétravaille, pour 6 mois par exemple, et bien effectivement, il va falloir qu'il se charge des déclarations fiscales. Donc généralement, les employeurs aujourd'hui qu'on accompagne mettent une clause exonératoire en disant concrètement, le salarié fait son affaire des déclarations fiscales, du paiement de l'impôt, etc. Là où, sur les dossiers de mobilité, c'est un vrai sujet qui est anticipé dans les avenants d'expatriation ou de détachement, où on prévoit un accompagnement à la fiscalité, voire une prise en charge de la surfiscalité locale, pour avoir toujours le même net fiscal. Donc du coup, dans cette démarche, ce qui va être déterminant, c'est la durée du travail à l'étranger, savoir si la famille accompagnante suit, parce que si la famille reste en France, finalement, le centre d'intérêt peut rester en France ou dans l'autre pays. Hein, je prends la France par souci pratique. Ce qu'il faudra également vérifier, l'autre point, c'est l'existence d'une convention fiscale entre les pays, pour vérifier effectivement qu'il n'y a pas une double imposition qui est prévue. Lina, tu voulais parler justement du Maroc? Alors effectivement, au Maroc, on a une convention de non-double imposition entre la France et le Maroc depuis les années 70. On a la chance au bureau d'avoir un expert en fiscalité, donc qui traite vraiment de ces aspects qui sont vraiment importants au Maroc, qui ont, comme je vous le disais, encore changé. Et effectivement, donc au-delà de cette période de 3 à 6 mois, qui est quand même encore une période, on va dire une zone grise, mais au-delà, on a donc ce que tu avais évoqué, le risque d'établissement stable pour l'entreprise, dès lors qu'il participe à une commercialisation qui est relativement autonome et qui peut signer des contrats au nom de la société, mais effectivement aussi
à titre personnel, dès lors qu'il est établi qu'il a un foyer permanent d'habitation, que ses activités professionnelles sont principalement au Maroc et qu'il réside plus de 183 jours, il y a effectivement le risque que sa résidence fiscale, enfin le risque, sa résidence fiscale sera au Maroc. Par rapport aux pays du Golfe, mais ça pourrait aussi s'appliquer à certains pays d'Afrique. Il y a des conventions entre la France et chacun des pays du Golfe, hein, traite du sujet notamment de l'imposition des personnes physiques. Le cas simple, c'est si quelqu'un s'installe avec femme et enfants dans un pays où il y a le centre de ses activités économiques et il rentre 2 fois par an en France, là, il n'y a pas de sujet. Et du coup, il est bien résident du pays et donc non imposé. Après, bien sûr, si vous avez des revenus de source française du type vous louez votre appartement, vous devez quand même payer les impôts en France au titre de ces revenus de source française. Il ne faut quand même pas oublier ça. Mais moi, j'ai vu des cas un peu plus tangents. Vous avez quelqu'un qui est installé à Dubaï, qui a monté son business, mais qui a pas mal de business en France et qui est souvent, ou quelqu'un qui vient moins de 6 mois, ou quelqu'un, ça on peut trouver dans des pays d'Afrique qui sont un peu des hardship destinations, où vous laissez femme et enfants en France, mais votre travail est en Afrique. Là, du point de vue du fisc français, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà, il faut quand même regarder ça bien en détail quand la situation se pose. Et on est bien d'accord, c'est exclu les frontaliers, là. Oui. Parce qu'il y a des... Ah oui, les frontaliers, c'est encore autre chose. Ça. Non, on a évité de multiplier les problématiques, sinon on fait une journée de conférence. Des fois, des salariés, il y a souvent une confusion entre les frontaliers. Est-ce que c'est le pays qui est frontalier? Exactement. Donc, on prend souvent ce prétexte-là pour dire bah, si on peut télétravailler depuis l'étranger. Non. Et bien, il y a une forte pression en fait de la part de nos frontaliers, c'est bon Orange, pour qu'il y ait un accord groupe, et justement en arguant des frontaliers. Oui. Donc, c'est effectivement en confondant tout, et puis en protection effectivement aussi de l'Afrique. Oui. Bah, à France, oui. C'est ça. Et du coup, il y avait eu beaucoup d'accords pendant le Covid entre pays. Entre pays, oui, parce que en fait, ils ont. Alors, c'est pas des accords, c'est plus des décisions qui ont été prises par les organismes de sécurité sociale. Oui, voilà. Disant, il n'y a pas de sujet, ou l'administration fiscale disant, c'est un cas de force majeure, oui. Donc pas de problème, on le comprend. C'était temporaire, c'était lié à la crise. Et là, à partir du moment où on est sorti de la crise, si on n'a pas de cadre, on ne peut pas utiliser ce cadre qui avait été toléré pendant la crise. Et personne ne peut travailler le cadre en question. Pour le moment, il y a une réflexion au niveau européen qui s'engage sur le fait qu'il va falloir qu'ils adoptent quelque chose sur le télétravail international. Mais ce quelque chose, je ne sais pas si ce sera un accord cadre, un règlement. Aujourd'hui, c'est un espèce de gloubi-glouba qu'ils n'arrivent pas à nommer. En tout cas, c'est en réflexion. Alors, dans les autres sujets, mais je vais passer un peu plus rapidement sur les 2 prochains, c'est la question du conflit de loi, parce qu'un salarié qui travaille sur un territoire est soumis à cette loi. On a toute une réglementation qui existe justement sur quelle loi est applicable au contrat. On peut tout à fait prévoir dans le contrat qu'on va appliquer une certaine loi sous réserve d'appliquer les lois de police. Alors, les lois de police en France, on a eu la réflexion hier avec Lina. En France, c'est principalement la durée du travail, les congés payés, la rémunération minimum et la procédure de licenciement. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc, il faut aller rechercher effectivement si le contrat prévoit une loi qui est applicable ou non. Si ce n'est pas le cas, finalement, le salarié va se retrouver soumis à la loi du pays dans lequel il travaille. Donc, un vrai sujet à anticiper. Deuxième problématique, qui est souvent balayée aussi par les employeurs, c'est le conflit de juridiction. On a un règlement européen, heureusement, qui fixe le cadre, mais soit on a ce qu'on appelle une clause d'élection du fort, où on va dire, en cas de contentieux, ce sont les juridictions marocaines qui vont s'appliquer, soit le contrat est muet, et si le salarié est parti travailler ailleurs, on va devoir déterminer quelle juridiction va être compétente. Et généralement, c'est soit le lieu du domicile de l'employeur, soit là où il travaille. Alors, rémunération et protection sociale. Là, on est sur deux cœurs de la relation de travail.
Sur les grands principes de la sécurité sociale, on a deux principes. C'est l'unicité et la territorialité. Alors, la territorialité, je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir dessus. L'unicité, c'est la personne ne peut relever que d'un seul régime de sécurité sociale. Peu importe où elle travaille, peu importe si elle travaille sur plusieurs territoires, elle ne doit relever que d'une seule caisse de sécurité sociale, que d'une seule sécurité sociale. Donc, en cas de pluriactivité, on va aller rechercher où le salarié travaille majoritairement. Alors, majoritairement, tout est relatif, hein, parce que pour la pluriactivité en Europe, par exemple, il suffit que le salarié ait 25% de son activité sur le territoire dans lequel il réside pour qu'il relève de cette sécurité sociale, alors même que 75% de son activité est réalisée à l'étranger. En tout cas, il va falloir déterminer quel régime de sécurité sociale s'applique, voir les conventions bilatérales s'il y en a, et s'il n'y en a pas, se rapprocher de la sécurité sociale locale pour voir comment résoudre le problème. La sécurité sociale, c'est une chose, la protection sociale, c'en est une autre. Hein. Ce sont les niveaux complémentaires. Et là, il va falloir voir dans les conventions collectives, dans les accords collectifs, éventuellement, s'il y a des choses qui ont été anticipées, prévues à ce titre. On sait que la mutuelle, par exemple, fait partie du package obligatoire. Donc, les mutuelles, vous devez vous rapprocher des mutuelles pour justement prévoir une extension territoriale de la prise en charge pour le salarié qui va télétravailler à l'étranger, tout comme on le fait pour les salariés qui sont en détachement. Donc, les notions de détachement sur le télétravail international vont être assez utilisées, puisque généralement, comme on le disait, le télétravail international ne va pas s'inscrire dans la pérennité, il va être full mais temporaire. Et du coup, les employeurs vont devoir se rapprocher de leurs organismes français pour vérifier qu'il y a bien une extension territoriale qui est prévue pour la mutuelle et la prévoyance, puisque pour que le salarié soit pris en charge, on va généralement passer par la procédure de détachement. Pourquoi plutôt parce que le salarié n'a pas de contrat local, donc il ne peut pas cotiser, être déclaré localement. Et on va chercher plutôt la coordination des systèmes de sécurité sociale, si tant est qu'elle existe. Calcul se fait sur une année civile, sur une année calendaire. Une année calendaire. Alors, il y a des critères très spécifiques pour identifier effectivement comment le salarié travaille. Mais c'est assez simple de qualifier les 25% d'activité sur le territoire de résidence. Donc, le pouvoir de direction de l'employeur. Je l'avais rapidement évoqué tout à l'heure, mais c'est pas le fait que le salarié télétravaille à l'étranger n'exonère pas l'employeur de son pouvoir de direction, de contrôle, ses obligations de sécurité, etc. Donc, le salarié qui va être en télétravail, il reste soumis à un lien de subordination. Peu importe, et la situation est pour tous les pays, je veux dire, ni Arnaud, ni Lina, ni Cor, ni Ghislaine ne me contrediront sur le fait que, quel que soit le pays d'envoi du salarié vers un autre pays, le principe, c'est qu'il y a un lien de subordination qui demeure à appliquer. Le monitoring, donc tout ce qui est contrôle du temps de travail à distance, est un vrai sujet. La conférence du mois de novembre nous avait bien abordé ce sujet en disant finalement comment on fait pour contrôler le temps de travail d'un salarié. Alors on ne va peut-être pas arriver au niveau des Américains, je ne sais pas si vous le savez, mais en gros, ils ont un système de tracking sur les ordinateurs, puisque le télétravail, ça se réalise avec les nouvelles technologies, donc un ordinateur. Et en fait, ils ont un système de contrôle qui se déclenche dès que la personne n'est plus en train de taper ou de jouer avec la souris. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion sur Instagram de voir l'inventivité des Américains pour des systèmes qui font bouger la souris à côté pour justement faire autre chose à côté. Mais heureusement, on n'est pas encore à ce niveau-là. Ils sont quand même très, très isolés sur ce sujet. Mais le principe, c'est qu'on se dit quand même que ça ne remet pas en cause l'investissement des personnes, mais ça va être finalement plus des personnes qui vont être en autonomie, donc des cadres ou des salariés en forfait jour, donc qui ont cette autonomie, qui vont pouvoir télétravailler à l'étranger sans remettre en cause complètement leur rôle. Dans l'accord TUI, d'ailleurs, voilà, il y a une clause qui explique que le télétravail à l'étranger peut prendre fin immédiatement si le salarié n'effectue pas les tâches qui lui sont assignées. Donc on voit que même si ça ne relève pas
du contrôle de la durée du travail, il y a quand même un minimum de contrôle et un minimum de sanction qui est prévu dans l'accord collectif. Les données personnelles, alors Lina, qui est notre spécialiste Maroc, va vous en parler, mais c'est un vrai sujet parce que effectivement, la personne qui utilise les nouvelles technologies, si elle se connecte à un réseau qui n'est pas sécurisé, vous perdez vos données. Donc, il y a quand même un certain nombre de garde-fous à adopter pour mettre en place un système qui est sécurisé pour l'entreprise. Effectivement, alors je pense que tout le monde connaît le RGPD, donc qui impose des obligations assez strictes, notamment dans les transferts des données vers l'étranger. Le Maroc a une réglementation depuis quand même longtemps, depuis plus de 10 ans, mais c'est encore, on n'est pas dans le principe d'accountability comme le RGPD, mais on est encore dans un principe déclaratif. Et donc, il faut une entité locale ou en tout cas un représentant. Et le représentant, ça n'a pas encore été vraiment défini, donc on tâtonne toujours avec l'autorité de contrôle pour vraiment savoir ça. Mais effectivement, il y a des obligations, donc en tout cas au Maroc, au titre de la loi locale, mais aussi donc au titre du RGPD. Et c'est vrai que par exemple, le transfert de données, ça peut, une simple consultation d'une base de données à l'étranger ou d'une plateforme qui est mise en commun, typiquement dans les sujets RH, justement, c'est ce qui m'a beaucoup amené au sujet RGPD, c'est un transfert de données. Et donc, généralement, les salariés n'ont pas ce réflexe de se dire, ou en tout cas les managers n'ont pas ce réflexe de dire il faut aussi une mise en conformité à ce titre. Du coup, il faut surtout choisir un pays qui a une protection adéquate. Je crois que c'est la Oui, c'est ça. Et en tout cas, en Afrique, je pense qu'il y en a un. Et le Maroc est celui qui est le plus proche, je pense aussi avec la Tunisie. Mais il y a encore quand même beaucoup de pays en Afrique qui n'ont pas de réglementation. Mais en tout cas, ce sont des choses qu'on peut faire quand même. On peut mettre en conformité au RGPD en prenant justement des mesures qui sont tout à fait à l'habitude de faire maintenant au Maroc. J'ai entendu parler récemment de pays, d'employeurs plutôt, qui, quand ils envoient des salariés sur certaines destinations qui n'ont pas de système justement de protection ou au contraire des systèmes nationaux de captation de données, en fait, il faut partir leurs salariés sans ordinateur et sans téléphone portable. Ça devient radical, c'est pas compatible avec le télétravail international. Là, on est vraiment pour le coup sur le business trip, mais à garder en tête. Alors, l'obligation de sécurité, donc ça, je l'ai abordé récemment tout à l'heure. On reste soumis complètement à l'obligation du pays d'assurer cette obligation de sécurité pour le salarié. Alors, en France, on est sur une obligation de sécurité de moyens renforcée avec les fameux arrêts Air France, mais on doit, du fait de la situation de télétravail, rester vigilant sur les risques qui ont été identifiés pour le télétravail national. Donc le droit à la déconnexion, la prévention de l'isolement, les procédures de harcèlement, etc. sont à garder en tête. Réglementation d'échange. Grand sujet sur l'Afrique pour notamment le Maroc et l'Algérie. C'est un sujet parce que généralement, on pense à la réglementation d'échange comme sortir de l'argent du pays pour le retour en France. Mais en fait, on l'a dans les deux sens. Donc, c'est un vrai sujet quand vous avez un salarié qui part à l'étranger, parce que le télétravailleur, alors peut-être plus de facilité sur le Maroc pour retirer de l'argent à un guichet avec une carte bleue. Sur l'Algérie, ça peut être un peu plus aléatoire. Mais vous devez prendre en compte ce sujet parce que le salarié qui est en télétravail, sa rémunération et son compte en banque, ils sont dans le pays d'origine. Donc, il n'a pas de moyens locaux, sauf à faire money bank et autres transferts internationaux, mais ça devient un peu compliqué. Lina, tu veux nous dire un petit peu comment ça se passe? Effectivement, au Maroc, on a donc une réglementation d'échange, l'Office d'échange qui est donc qui encadre ça avec l'instruction générale d'Office d'échange.
C'est effectivement plus souple, il me semble, qu'en Algérie, mais oui, c'est un sujet puisque le télétravailleur va quand même avoir besoin de dirham, qui est donc une monnaie non convertible, et donc il y a tous ces aspects à prendre en compte. On a la possibilité d'ouvrir un compte en devise et puis un compte convertible en dirham sous certaines conditions, mais effectivement, il y a une certaine souplesse, il y a toujours des possibilités de transfert et des autorisations exceptionnelles aussi qui peuvent être accordées. Mais en tout cas, c'est un sujet qu'il faut prendre en compte. Dernier sujet, mais non des moindres, les coûts pour l'employeur. On sait qu'en France, on a toute une réglementation sur comment les coûts du télétravail sont pris en place, sont pris en charge, pardon. Mais on a d'autres sujets sur le télétravail international parce que là où aujourd'hui un télétravailleur national, il va allouer sa table de salle à manger ou un bureau chez lui pour télétravailler, un télétravailleur international, il va prendre un hôtel ou une résidence locale avec une connexion sécurisée, avec certaines obligations à compléter. Et du coup, on doit également se conformer à ces obligations, puisqu'il n'y a pas d'exception qui est prévue pour le télétravail à l'étranger. La question des frais de déplacement est également un sujet parce que l'employeur a l'obligation de prendre en charge les frais de transport du salarié. Si un télétravailleur décide de s'installer au Maroc, comment on fait? Est-ce qu'on prend 50% de son billet en charge ou non? Autre sujet à aborder et à fixer dans un cadre, sachant que le texte n'exclut pas quand le salarié est à l'étranger. Voilà, alors en conclusion, on s'est dit qu'il valait mieux prévenir que guérir, que les employeurs qu'on conseille sur ces sujets de télétravail, quand ils sont très enthousiastes en venant nous voir en nous disant bon, alors, j'aimerais bien mettre ça en place parce que c'est une demande de mes salariés et je trouve que ce serait pas mal effectivement de leur permettre. Quand on leur liste tous les sujets, ils se disent finalement, je vais peut-être pas y aller. Ou alors prévoyez-moi quelque chose, mais de très très light. Et c'est effectivement ce sur quoi on tend, c'est-à-dire que les situations sont tellement diverses qu'on est obligé d'être sur du cas par cas. Je suis très reconnaissant à TUI France d'avoir conclu un accord qu'on va étudier avec grand intérêt pour voir comment ils ont prévu ça. Mais globalement, c'est pas quelque chose à exclure, c'est un vrai outil, mais il faut bien le penser et bien le structurer, parce que si vous ne le structurez pas, ça va partir un petit peu dans tous les sens, si je peux me permettre, parce que il va falloir fixer un cadre sur les frais, les durées, les salariés éligibles et les destinations éligibles aussi, puisqu'on peut restreindre le périmètre géographique. Je ne sais pas si vous avez un mot pour la conclusion. Oui, non, juste pour revenir sur le sujet africain, donc en gros, en résumé, à Dubaï, en tant que hub et géographiquement en Afrique du Nord, mais pour l'Afrique subsaharienne, on est encore dans une situation où rien n'existe. En fait. Rien n'existe, on peut passer sous les radars ou figer. C'est un peu les deux cas. Soit effectivement, on prend l'opportunité et on se dit, j'envoie des salariés dans un cadre qui n'est pas véritablement fixé et je prends un risque ou pas selon les pays. Ou au contraire, je décide de le construire en opportunité, d'adopter un accord à côté, d'avoir une politique avec beaucoup de monde que je vais envoyer, mais effectivement, il faudra fixer un cadre à ce moment-là. Oui. D'abord, c'est très intéressant, mais il y a quand même quelque chose qui est... on sent une dérive. Parce qu'au départ, par le télétravail, c'est-à-dire un choix d'un employé, pour des raisons personnelles, d'aller quelque part d'autre et de travailler en télétravail. Là, on navigue entre le télétravail et quelque chose qui est une sorte de détournement de l'expatriation, du travail étranger, en ayant les inconvénients, les contraintes de ça. Et donc, c'est pas la même chose entre le télétravail. Et donc, si jamais j'ai un employé qui veut aller en télétravail, c'est différent que moi de décider de l'envoyer pour des raisons personnelles travailler à l'étranger. Complètement. C'est pour ça que le début de la conférence, on l'a consacré à la notion pour bien voir quelles étaient les différences. Parce que c'est complètement différent et ce sont des choix personnels ou professionnels de l'employeur et du salarié.
qui n'ont pas les mêmes conséquences et qui, aujourd'hui, sur le télétravail international, comme on n'a pas de cadre, là où on en a pour la mobilité internationale, eh ben, est ouvert à risque. Et soit on se dit, on prend ces risques et on le voit comme une opportunité, soit on se dit, je préfère me rattacher à un schéma de mobilité internationale parce que j'ai le cadre pour le faire, soit je prends les risques. Je vous demande pardon, je suis arrivée en retard, mais je voulais aller dans votre sens, à savoir que vous l'avez peut-être traité, donc encore une fois, pardon. Il y a la mobilité internationale, elle est quand même en décroissance. Hein, les expatriations, il y en a quand même de moins en moins. Et je pense que même s'il y a beaucoup d'éléments freinants, le télétravail c'est bien comme une opportunité. Enfin, il y a un moment, l'expatriation, enfin, dans nos grands groupes en tout cas, c'était des cols blancs et qui allaient sur les fonctions dirigeantes dans nos pays d'Afrique locaux. Voilà, maintenant on est vraiment en train de faire monter plutôt les locaux et donc d'envoyer de temps en temps des télétravailleurs. Et c'est vraiment, franchement, ça. C'est pas impossible que ça devienne une solution d'avenir. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'était au niveau de l'OIT. J'étais très surprise dans les différents cercles interentreprises dans lesquels j'ai évolué, et notamment l'approche santé-sécurité de l'OIT, d'entendre une intervenante mandatée par l'OIT pour une doctorante pour travailler sur le sujet du télétravail. Vous savez probablement, il y a un cinquième pilier fondateur qui a été ajouté à l'OIT, qui est maintenant les conditions de travail, la santé, la sécurité et les conditions de travail. Et donc, un des sujets qui va être travaillé en priorité, c'est le télétravail. Et elle avait déjà ses convictions, donc on a été plusieurs grands groupes à dire que ça serait bien qu'elle nous entende aussi, mais c'était tout un discours extrêmement négatif et qui focalisait uniquement sur les impacts sur la santé, des impacts négatifs, délétères sur la santé. Donc c'est juste pour vous dire que le trend, en fait, ça peut être des... Mais je vous rejoins tout à fait. Hein. On a beaucoup d'entreprises qui, en fait, ont rapatrié leurs expatriés ou qui eux-mêmes se sont rapatriés. Au mois de novembre, j'animais une conférence avec EDF, où EDF, en fait, par exemple, n'envoie plus d'expatriés en Chine aujourd'hui. En tout cas, d'expatriés en Chine avec des familles, parce que trop compliqué, même si là, il y a eu une ouverture depuis, mais trop compliqué à gérer psychologiquement et sur les conditions de travail. Donc, il y a un vrai retour des expatriés qui, finalement, arrivent très bien à accomplir leur mission depuis le siège social de la société. Et effectivement, une montée en puissance des locaux qui est proposée en contrebalance, hein, j'ai envie de dire, pour que les sociétés soient toujours accompagnées. Donc, non, pour nous, le télétravail, c'est un vrai sujet intéressant. Juste un point pour ça sur la tendance. Je pense que c'est une flexibilité pour les employeurs. C'est vrai que quand on regarde les risques, on dit bon, bah, on ne fait pas, mais en fait, il peut y avoir de bonnes raisons de faire. Et d'un point de vue un peu plus défensif, pour les employeurs, il y a un intérêt à garder certains profils et le monde a changé. Et si aujourd'hui vous n'offrez pas une flexibilité, alors le cas simple c'est au niveau domestique, mais éventuellement au niveau international, vous risquez que certains talents ne vous rejoignent pas ou vous quittent. Donc, il y a pas mal de sujets à traiter, mais je pense que l'impasse n'est pas vraiment une option. Il faut quand même traiter le sujet. Je pense qu'effectivement, il doit y avoir vraiment une réflexion au niveau de l'entreprise de savoir pourquoi on le fait. Soit que c'est pour développer le business et on a un éventail de solutions, soit effectivement parce qu'on cherche tous les mêmes, la data, la cybersécurité. Et là, on voit bien que le modèle sociétal des jeunes évolue et qu'effectivement, là, c'est plutôt l'entreprise de leur proposer un modèle qui leur convienne. Et on voit bien que les horaires de travail, travailler tous les jours au même endroit, ça leur convient plus du tout. Donc, c'est plutôt effectivement la rétention de compétences, de pouvoir télétravailler, embaucher à l'international parce que la niche de compétences, elle est là. Donc, on voit bien qu'il y a une réflexion préalable de savoir dans quel modèle, et ça peut être un double modèle d'ailleurs, en fonction de ce qu'on veut faire et avec qui on veut le faire. Exactement. C'est là-dessus que je veux mettre l'accent parce que la notion de télétravail telle qu'on l'a, entre guillemets, inventée ces dernières années, c'est plus du tout la même chose dont on parle. On parle de flexibilité aujourd'hui, parce qu'on voit bien tout à l'heure dans l'exemple que vous donniez, des gens qui sont quelque part, mais qui travaillent là où ils sont. Ils sont en télétravail, mais ils sont détachés par l'entreprise pour travailler, par exemple, à Dubaï, dans le secteur du Golfe, etc. Oui. Ce qui n'est pas du tout l'idée du télétravail du départ. Et donc, moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'adapter à la demande des travailleurs, des jeunes travailleurs qui veulent avoir une vie professionnelle différente.
Mais à mon avis, c'est plus le télétravail. C'est pas. Je crois que cette notion de télétravail est perturbante parce qu'elle définit quelque chose qui est différent de ce que. Une nouvelle manière de cette travailler. C'est pour ça que je vous parlais de la notion de travailleur qui est dans les textes européens, parce que je pense, hein, mais ça fait 15 ans que j'ai regardé ce sujet, et je pense que dans les 20 années à venir, on va avoir un bouleversement justement sur cette notion. Ouais, je suis persuadé, oui. Et de la notion de management aussi, non? Complètement, ça va avec. Oui, oui, tout à fait. Que dit MEDEF sur le sujet? Pour le moment, rien. Non, non. C'est juste notre réflexion, on voit bien qu'il y a un déplacement aussi de l'activité ou du business. Donc, ça peut aussi expliquer certaines réticences. Et là, on revient plutôt au management, etc. On voit bien que l'ouverture à une flexibilité, déjà de perdre ce salarié dans l'entreprise, pose des questions sur le volume de jours. Est-ce que j'autorise le fameux 3 jours ou pas? Puisqu'on voit bien qu'on met le pied dans un modèle organisationnel, sociétal, qui fait qu'on sort de cette fameuse boîte, parce qu'une boîte, c'est un truc fermé. Et là, on était déjà à mi-chemin d'une ouverture. Ben là, avec le Covid, on voit bien que les verrous explosent et on est chahuté le business par effectivement cet équilibre de vie et tout en maintenant quand même effectivement les responsabilités de l'entreprise en matière de santé, de prévention, etc. et où on se cherche tous un peu. Et Madame du Cameroun, peut-être qu'elle serait accessible de nouveau? Ghislaine, une petite réflexion pour la fin? Oui, en fait, je suis totalement en accord avec le fait que les notions vont évoluer. D'autant plus qu'ici chez nous, en Afrique francophone, avec les textes qui sont devenus obsolètes par la force des choses, il va falloir penser à faire évoluer les notions aussi bien de travailleurs que celles de résidence, surtout résidence, parce que dans la plupart des textes que nous avons, la résidence ici, par exemple, la résidence des travailleurs, elle va se définir pas forcément là où le travailleur, en fait, aujourd'hui, ce n'est plus forcément là où le travailleur exerce son travail parce que rattaché à un contrat de travail dans un autre État. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Il faudra qu'on se mette à la page. Entre-temps, il faudra que les employeurs essaient de rester dans la légalité parce que c'est un vrai sujet aussi pour les États africains. Euh, on a des talents qui sont en Afrique, mais on va se retrouver avec des travailleurs partout dans le monde, savoir où est perçu l'impôt, où doivent être payées les cotisations sociales. Tout ça, c'est un vrai sujet. Et pour l'instant, comme l'a dit Sophie, nous, on recommande en général aux employeurs, quand on a des clients qui viennent vers nous, l'essentiel, c'est de rester dans la légalité, soit une prestation de service, soit un portage salarial. Voilà. Merci Ghislaine. Je t'en prie, merci. Merci. Peut-être Étienne, tu as un mot de conclusion pour le CIAM? Écoute, c'est très gentil, merci beaucoup. Non, moi, ce que j'ai noté, c'est j'ai appris deux choses. Enfin, j'ai pris conscience de deux choses. C'est la concurrence et les nouvelles règles qui s'exercent dans le Moyen-Orient. Ça, c'est important parce que à Paris, nous sommes encore quand même le hub pour l'Afrique, en tout cas francophone, et je milite beaucoup pour ça, et de plus en plus de nos adhérents commencent à être tentés ou affilés vers le Moyen-Orient. Donc, ça veut dire qu'on perd beaucoup dans la communauté francophone pour l'Afrique. Et la deuxième chose, c'est ce que vous disiez, c'est que vous avez l'air d'être assez définitif sur le fait de dire que le plein emploi, plutôt le plein temps au bureau, c'est fini. Ah, c'est fini, je vous confirme. Et ça a l'air d'être assez largement fini. Et donc, il faut quand même bien avoir conscience qu'en termes de management, on perd aussi tous les avantages de travailler ensemble, la créativité, les échanges et, à mon avis, l'efficacité. Et par ailleurs, on se demande si le télétravail a le même rendement et aussi efficace. Est-ce qu'on travaille vraiment toute la journée? Alors, les chiffres démontrent que les salariés travaillent plus en télétravail. En temps? Non, en productivité. Oui. Pas en temps. Alors, en temps, oui, mais c'est les deux. En fait, ça va dépendre un peu des missions. On va avoir soit beaucoup plus de productivité sur le même temps, soit la même productivité sur un temps allongé. En tout cas, c'est un bénéfice. Et le management, en fait, doit se réinventer pour s'adapter au télétravail.
Vous allez devoir en fait gérer complètement autrement, avoir une certaine flexibilité et ouverture d'esprit en vous disant j'arrive le matin, bon, je ne sais pas qui est là, qui est pas là, j'ai des réunions qui sont organisées, on a quand même beaucoup d'outils maintenant qui sont mis à disposition justement dans le cadre des nouvelles technologies pour se réunir. Par contre, ça demande de vrais efforts à côté, alors je dirais de team building ou autre, en tout cas, et la réflexion qui ressortait de la conférence à Miami au mois de novembre, c'est que les gens, quand ils viennent au bureau pour voir leurs collègues, leurs managers, etc., et passer un bon moment. C'est-à-dire qu'il y a, quand je travaille chez moi, c'est boulot, 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 et quand je viens au boulot, il y a le boulot, mais je viens aussi pour les relations sociales. Donc en fait, c'est ces relations sociales qu'il faut réinventer pour qu'il y ait toujours une attractivité à venir au bureau. Si vous êtes en full remote, le salarié est complètement détaché. Vous n'arriverez pas à l'accrocher ou à le fidéliser, etc. En fait, il devient un travailleur indépendant dans une société où il a un employeur. C'est tout le problème, mais ça, c'est après un sujet management et pas du tout légal. Managérial. Exactement, exactement. Merci beaucoup d'avoir passé ce soir avec nous. Au plaisir de vous parler. Merci, donc merci à LPS. Merci à tous. Et au plaisir. Merci.